Démarrer notre webinaire OpenCDE, environnement commun de données, partie 1. Bienvenue pour ce webinaire qui est d'un format d'1 heure. Je vous propose, si vous avez des questions, de les préparer dans l'espace de conversation. Si elles vous viennent pendant que Eric, Thierry et moi-même vous ferons les présentations, hein, de telle manière à ne pas perturber le déroulement. Hein. On a 3/4 d'heure de présentation qui doivent s'enchaîner et nous réservons 1/4 d'heure en fin de webinaire pour pouvoir répondre à vos questions et engager la discussion. Voilà. Alors pourquoi partie 1? Parce que vous êtes conviés également à une partie 2 qui est planifiée au mois d'octobre, le 14 octobre. Didier Balaguet, donc je suis le PDG fondateur de la société Datbeam. Datbeam qui développe une plateforme qui permet de structurer la donnée et pour la rendre exploitable dans tout type d'application en utilisant le format OpenDTHX porté par l'association Alliance du bâtiment et en cours de normalisation européenne pour déployer un modèle dit data-centrique ouvert, hein, faire en sorte que la donnée puisse être utilisée non pas spécifiquement dans une application, mais dans tout type d'applications qui vont pouvoir être mobilisées dans un processus numérique de type BIM. Je suis par ailleurs président de Sinov Digital, l'organisation professionnelle représentative des TPE, PME et indépendants du numérique en France. Et ces sujets d'interopérabilité, bien justement, on les porte au travers de l'organisation professionnelle Sinov Digital. Je passe la parole à Thierry. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Thierry Lenbach, administrateur délégué d'Alliance du bâtiment. Donc, cette association regroupe un certain nombre d'acteurs dans différents secteurs, entreprises, petites entreprises et avec des organismes professionnels comme les CAPEB, le Synamom, et donc des syndicats qui s'adressent essentiellement aux petites entreprises. L'objectif de l'association, c'est de faciliter l'accès au numérique, notamment dans la construction, au travers du BIM notamment, avec des outils simplifiés. Eric. Oui, et donc Eric Latouche-Challet, j'ai fondé By the Touch il y a 5-6 ans, et notre activité principale est de fournir des plans d'état des lieux de bâtiments dans une démarche scan to BIM, scan to IFC. Je suis par ailleurs aussi au bureau de RCA 3D, qui est une association qui regroupe un certain nombre d'acteurs dans la reality capture. Merci. Alors, je repasse la parole à Thierry qui va nous développer l'introduction sur l'OpenCDE. Donc, l'OpenCDE, c'est une logique d'outils d'environnement commun de données ouvert, hein, dont on essaye de construire la stratégie et l'infrastructure et de la promouvoir. On utilise un certain nombre d'outils qui sont des briques qui sont en train de s'intégrer les unes aux autres, hein, qui aujourd'hui sont un peu indépendantes, mais dont les développements permettent de les intégrer dans un outil intégré au final. Donc ça, c'est la stratégie aujourd'hui. Donc on utilise une gestion électronique de documents qu'on a baptisée librebim.fr, qui est en fait une variante de l'outil Tracim qui a été développé par la société Algo depuis une vingtaine d'années, qui est un outil, une gestion électronique de documents de type collaboratif. On utilise aussi la visionneuse SICO, qui est donc une visionneuse de maquette IFC, qui a la particularité de pouvoir modifier l'IFC dans ses données. Donc, on ne travaille pas là sur la géométrie, hein, mais sur le contenu des données, des datas, pour permettre, avec cet outil qui est open source, hein, et libre d'accès, à n'importe quel acteur qui donc n'a pas besoin d'avoir de logiciel spécifique, de voir
les maquettes IFC, ce qui n'est pas forcément extraordinaire, mais ce qui est aussi particulier, c'est de permettre d'intégrer des données de ces prestations dans la maquette. On utilise pour intégrer ces données des référentiels qui permettent d'organiser la donnée et de la structurer et qui donc permettent de produire des formulaires qui sont de l'aide à saisie pour intégrer les données dans la maquette. Et enfin, la dernière brique, c'est History, qui est un système de base de données qui permet donc de mutualiser les saisies, d'historiser les données de manière collaborative pour qu'un certain nombre d'acteurs simultanément ou non simultanément puissent travailler sur leur maquette et avec un système de visualisation et de contrôle qui permet à la fin de fusionner l'ensemble des données dans une seule maquette IFC en ayant la traçabilité, donc la responsabilité des entreprises dans la saisie. Enfin, donc, la GED LibreMIB, donc là, c'est cette GED qui se présente comme en fait un partage de documents hein, avec un certain nombre d'outils de collaboration et dont on a fait un développement qui permet d'accéder donc ensuite à la visionneuse, donc qui est sico.eu. Donc, si tu peux passer, donc qui permet donc de visualiser les maquettes avec donc les outils que j'ai précisés. On verra la démonstration tout de suite après. Et enfin, donc la dernière partie, enfin la partie référentielle, qui est donc un système qui permet donc par le biais de formulaires d'intégrer les données de manière organisée dans les maquettes. Voilà, oui. Donc History est un outil en fait qui permet à un ensemble d'acteurs intervenant sur un projet, comme par exemple les entreprises pour le cas d'usage de production du dossier des ouvrages exécutés, ou pour traiter un autre cas d'usage qui peut être le cas d'usage de la production des données utiles à la mission du contrôleur technique. Ces entreprises n'utilisent pas forcément des outils de modélisation 3D et History leur ouvre la possibilité en fait à la fois bien entendu de visualiser le modèle 3D qui va être produit par l'architecte, mais également la possibilité de venir enrichir ce modèle 3D. Alors je serai très bref parce que c'est l'objet finalement du deuxième séminaire, d'expliquer comment fonctionne History, mais en quelques mots, finalement, chaque acteur au travers de la GED accède au modèle numérique IFC produit par l'architecte. Et grâce au référentiel qui permet de traiter le cas d'usage visé, va pouvoir intégrer les données attendues. Différents rôles sont finalement paramétrés pour gérer le processus. Le rôle de producteur de données, en l'occurrence là celui que je commente, qui est assuré par l'entreprise, mais il y a également le rôle du contrôleur technique qui va valider finalement la livraison des données par l'entreprise, et le rôle du chef de projet qui ensuite assurera la cohérence entre toutes les maquettes, va fusionner finalement les maquettes les unes aux autres pour produire une maquette de synthèse, sachant que préalablement à la réalisation de ce processus, il y a un rôle d'administrateur qui consiste à initialiser le projet en définissant les espaces pour chacune des entreprises avec les droits considérés, et de telle manière à permettre la production collective de cette maquette. Pour ceux qui connaissent un petit peu le travail de développement informatique, c'est un parallèle en fait avec la production collective de logiciels hein, au travers d'un Git où chaque développeur finalement développe sa partie dans sa branche, et on réalise finalement des fusions de branches hein, pour faire évoluer le code et le consolider à l'avancement des développements de chaque contributeur. Eh bien Thierry, je te propose de partager ton écran pour rentrer plus en détail dans la présentation de SICO. Très bien.
Donc, voici la GED qu'on utilise, hein, qu'on a baptisée librebim.fr. Donc, on s'identifie normalement avec un identifiant, bien sûr, rien de spécial. L'interface de cette gestion électronique est un peu particulière. Elle permet dans un premier temps de voir l'ensemble des documents qui ont été produits par les autres acteurs. Donc, de manière à avoir un coup d'œil à 360 degrés sur ce qui se passe sur la plateforme. Là, je vais aller dans l'espace dédié à Montferrat, qui est un dossier sur lequel on travaille, donc les activités récentes. J'affiche le contenu. Donc là, on retrouve une interface traditionnelle, hein, de bureau avec des dossiers. On peut jeter un coup d'œil rapidement sur cette interface. Ensuite, je vais aller dans le dossier qu'on a fait pour webinaire. Donc, on peut charger des dossiers. Hein, donc, cette interface permet de notifier, d'avoir un agenda, enfin, tous les outils traditionnels, hein, d'une GED de communication. Mais donc, ce n'est pas l'objet central. Hein. L'objet central maintenant, c'est qu'à partir de cette GED, on peut accéder donc à l'outil SICO, donc, qui est la visionneuse de maquettes. Et donc, on peut effectivement, du coup, consulter une maquette. Alors, on a les outils traditionnels d'une visionneuse BIM. Hein. Dans un premier temps, on peut aller voir l'ensemble des données par structure, hein, donc, et afficher par rapport à la structure EFC l'ensemble des informations et des objets qui sont dans la maquette. On peut aussi, par les classes, donc, afficher l'ensemble des classes qui sont concernées dans la maquette. Donc, et puis, on peut aussi faire une recherche par mots-clés pour retrouver, par exemple, un objet particulier. Donc là, je vais faire une recherche sur les fenêtres et donc afficher l'ensemble des fenêtres d'une nomenclature dans la maquette pour pouvoir les visionner. On peut du coup, faire ces requêtes et puis aller chercher des documents et des objets précis pour pouvoir travailler dessus. On a ensuite ce qu'on appelle une place de marché comme outil qui permet d'associer donc à la visionneuse des développements d'outils complémentaires pour pouvoir faire des traitements particuliers. Donc là, je ne vais pas m'y attarder. Ensuite, les outils plus traditionnels d'une visionneuse, hein, donc la vue en coupe. Avec un double clic, on peut aller voir ce qui se passe dans le bâtiment, voir les plans et sélectionner des objets dans le plan. Hein, voilà. Et prendre des mesures. Donc, autant d'outils qui permettent du coup d'explorer et de travailler sur la maquette et ensuite, en faisant un certain nombre d'actions, faire une photo de la maquette qu'on a travaillée avec les informations qu'on a fait afficher pour éventuellement les partager avec d'autres acteurs. On va passer maintenant à la partie particulière, hein, de la visionneuse qui permet d'intégrer des données dans les objets. Donc, on peut, en sélectionnant, isoler un objet et ne voir que lui. Donc là, je vais rétablir le modèle. On peut cacher cet objet. Je le fais pour pouvoir accéder, par exemple, à une fenêtre. Donc, je sélectionne une fenêtre. Je vais voir ses propriétés qui ont été générées lors de la création de l'IFC, hein, donc avec les données. La particularité, c'est que dans le système aujourd'hui, chaque développeur, chaque concepteur peut organiser les données et les structurer un peu comme il veut. Et ce qui se passe, c'est que l'ensemble des acteurs ont des nomenclatures ou des informations différentes. Et donc, cette grosse hétérogénéité génère en fait des difficultés de communication, d'où l'intérêt d'avoir le référentiel qui, s'il est structuré en amont, permet à l'ensemble des acteurs d'avoir les mêmes types de nomenclature et d'informations pour pouvoir traiter les objets et les informations à saisir ou à intégrer dans la maquette. Je vais pour ça aujourd'hui donc intégrer des données dans la maquette. Là, je vais changer
d'identifiant. Et je vais sélectionner un des référentiels, donc correspondant au cas d'usage. Là, dans le cas présent de l'opération de Montferrat, le cas d'usage, c'était le DOE numérique pour permettre à l'exploitant d'avoir les informations dans la maquette pour faciliter l'exploitation et l'entretien du bâtiment qui était en cours de construction. Donc, je sélectionne, comme j'ai sélectionné une fenêtre, ma base de données reconnaît qu'il s'agit de fenêtres, hein, ça pourrait être d'autres objets, ça affiche les informations correspondantes. Et j'ai, via le référentiel, en fonction de l'avancement du projet, là, donc je vais aller dans gestion puisqu'on est dans une logique plutôt d'exploitation finale, je vais ajouter des informations correspondant à mon objet et saisir donc les informations qui correspondent. Voilà. Alors, avec aluminium. Je ne vais pas saisir toutes les informations, mais je vais en mettre quelques-unes rapidement. Et ensuite, ajouter les données et intégrer ces données dans la maquette. Donc on charge les données et on peut donc vérifier les propriétés en éditant le P7 OpenDTHX et donc on vérifie que les données ont bien été intégrées dans la maquette. À partir de là, j'ai du coup intégré dans mon objet les informations relatives et les propriétés spécifiques à la maquette que d'autres peuvent aller chercher spécifiquement. Voilà, donc j'ai terminé la démonstration concernant l'opération, donc qui permet effectivement de générer, d'intégrer des données dans la maquette IFC et ensuite de les partager. Je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que les outils qui vous ont été présentés, SICO et LibreBeam.fr sont des outils open source hein, que vous pouvez finalement utiliser assez librement, installer sur vos serveurs. Nous déployons on va dire des instances de démonstration, mais ces outils peuvent être repris après dans vos systèmes d'information si vous le souhaitez. Et Eric expliquera un petit peu comment l'intégration peut se faire. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est plutôt la partie référentielle de données qui consiste en fait à organiser la donnée de manière transparente hein, pour que n'importe quelle application tierce puisse réutiliser ces données. Donc le modèle de données est le suivant, hein, c'est considérer l'objet comme un jeu de propriété et pouvoir organiser une collection d'objets avec des liens finalement père-fils, avec deux types de liens. Un lien qui permet l'héritage des données du père vers le fils, c'est ce qu'on appelle les familles, les sous-familles, hein, et on factorise la donnée pour avoir une donnée de qualité, une donnée intègre. Hein. On sait très bien que ressaisir des informations, c'est toujours un risque de non-qualité. Et avec des liens de type composant, justement pour décrire des systèmes où là, finalement, il n'y a pas d'héritage du père vers le fils. Ces objets peuvent se ranger dans des classifications, quelles qu'elles soient, et les propriétés sont définies dans des dictionnaires de propriétés avec des définitions claires de telle manière à ce que les applications ensuite puissent opérer des traitements qui permettent notamment certaines automatisations par l'interprétation des données. Le référentiel de données soit open.datbeam.com, soit des référentiels MyDatBeam qui sont dédiés à on va dire une entreprise en particulier.
permettent, comme le symbole le montre, de produire des objets à partir des données. Donc, ce sont des jeux de propriété. Et ces objets ben, sont interopérables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont pouvoir être utilisés par exemple, dans Revit, au travers d'un plugin d'AdBeam pour Revit. Donc le plugin, lui, ben, il interprète la donnée et il fait la passerelle vers Revit pour aller intégrer dans Revit la donnée aux bons endroits par rapport au cas d'usage. Archicad, FBeam, le logiciel du CSTB. Donc là, on a des plugins dédiés et qui permettent d'amener de la donnée en format. Hein, on fait la transformation du format ouvert OpenDTHX vers des formats natifs. Et Speckle, qui a développé à peu près une petite trentaine de connecteurs et de ce fait permet d'amener la donnée structurée dans son MyDatBeam ou open.datbeam.com pour la rendre exploitable par ces différents logiciels comme SketchUp, comme Blender, comme Tekla, comme donc ce que je vous suggère, c'est d'aller sur le site de Speckle et vous voyez un petit peu tous les logiciels qui sont adressés. Depuis la plateforme MyDatBeam, il y a possibilité de configurer des objets au format IFC. C'est-à-dire à partir des données présentes dans le référentiel, là on a une application qui permet de générer le fichier IFC en intégrant les paramètres de contexte de production de l'objet et en respectant finalement les règles de construction de l'objet. Ce format IFC permet d'adresser tous les outils de modélisation 3D utilisés dans le monde de la construction qui comprennent l'IFC. Et comme DatBeam a pour ambition de permettre la communication avec tous les acteurs du monde de la construction, et qu'aujourd'hui, on va dire la faiblesse un petit peu du processus BIM qui est associé à l'usage d'un outil de modélisation 3D, limite finalement la communication, les échanges, le partage de données de qualité entre, on va dire, 5% des acteurs de la filière. Donc, pour pouvoir adresser les 95% qui ne sont pas utilisateurs d'outils de modélisation 3D, c'est la raison pour laquelle Alliance du bâtiment, l'association qui porte le format OpenDTHX, a développé Sico.eu qui vient de vous être présenté, et qui permet de visualiser une maquette IFC qui sera produite préalablement par un utilisateur d'outils de modélisation 3D, qui peut être l'architecte, qui peut être l'ingénierie, qui peut être le modeler, on va dire, qui maîtrise ce type d'outils et dispose toute l'expertise pour ce faire, et qui par contre va pouvoir partager cette maquette avec des acteurs qui n'utilisent pas ces outils et qui vont pouvoir intégrer de la donnée pour enrichir les objets du modèle IFC. Tout ceci peut se faire dans un espace de type GED. On a évoqué librebeam.fr, qui est une solution open source comme Sico, mais la connexion a été faite également avec la plateforme Axeobim. Donc, pour illustrer un petit peu mon propos, vous disposez sur open.datbeam.com d'un certain nombre de référentiels qui ont été développés par rapport à des cas d'usage visés. Vous avez par exemple, pour produire une maquette de type dossier de consultation des entreprises, le référentiel POBIM, propriété des objets pour le BIM, qui est le fruit du travail du plan de transition numérique du bâtiment, qui a fait finalement contribuer 300 acteurs du monde de la construction, que ce soit des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des entreprises ou des fabricants. Et ce travail s'est fait sur la base de la classification des DTU et 7 domaines réglementaires
thermique, acoustique, environnementale, sécurité incendie, amiante, accessibilité, et j'en oublie peut-être encore quelques-uns. Mais voilà un petit peu ce travail. C'est un travail qui est utilisable gratuitement sur open.datbeam.com. Il faut savoir que c'est un investissement à l'époque de plus de 2 millions d'euros, produit par un financement public du plan de transition numérique du bâtiment. Pour produire le dossier des ouvrages exécutés d'un bâtiment plutôt de type logement collectif, le projet ABV, Atelier BIM virtuel, également financé par le PTNB, reste accessible sur open.datbeam.com. Pour produire une demande d'autorisation d'urbanisme, vous disposez de PCBIM qui a été financé par le plan BIM 2022, également accessible sur open.datbeam.com. Dans le cadre du plan BIM 2022, une expérimentation a été menée pour permettre aux entreprises de produire les données utiles à la mission du contrôleur technique. Vous avez accès à ce référentiel. Échanger les données entre applications avec une application open source connecteur.opendthx.org. Spécifier les exigences de sécurité incendie avec un référentiel développé par la filière des équipementiers de la sécurité incendie, gesi.mydatbeam.com, qui est une organisation professionnelle spécialisée sur le sujet. Dimensionner des ouvrages en béton avec la bibliothèque des modèles d'objets génériques de la Fédération de l'industrie du béton, qui est d'ailleurs opéré par le Centre de recherche et d'industrie du béton, le CERIB. Dimensionner des structures métalliques, référentiel établi par le Centre technique de l'industrie de la construction métallique, et puis diffuser des catalogues de fabricants d'objets interopérables. Donc pour ce faire, je vais vous faire une petite démonstration en live du référentiel pbm.fr qui est fabricant d'escaliers préfabriqués en béton. Là, je suis sur le site de PBM, qui est par ailleurs le leader européen dans ce domaine. Depuis le site PBM, je passe finalement dans le référentiel auquel j'ai accès aux différentes gammes de PBM. Je peux les retrouver, vous voyez, soit en faisant circuler ces gammes, soit en faisant une recherche par mots-clés. Je choisis une gamme. Il faut savoir que PBM dispose de 5000 moules. Et chaque moule permet de produire une infinité de solutions, mais pas toutes les solutions. Il y a des règles de construction. Donc là, le configurateur permet déjà de sélectionner un objet en fonction des dimensions de la cage d'escalier dans lequel on va installer cet escalier préfabriqué en béton. Alors, je précise une hauteur à monter de 250 cm. Une largeur de cage de 300 et je vois que j'ai la possibilité en profondeur entre 280 et 340. Voilà. Donc je vois que j'ai deux résultats qui répondent à ma requête. Je passe dans les solutions avec deux hauteurs de marche. Voilà le modèle en question. Avec un petit viewer de l'objet. Vous avez l'ensemble des propriétés qui servent en fait à PBM à construire cet escalier avec des définitions pour chacune des propriétés comme c'est défini dans la norme. Je lance ma configuration, donc je vais pouvoir confirmer les dimensions de la cage. Je peux préciser si c'est un escalier circulaire ou rectangulaire. Bon, je vais pouvoir avoir soit une rotation à droite, soit à gauche. Et alors j'ai la possibilité aussi de paramétrer la marge de départ, ce qui me permet de jouer sur l'angle entre l'entrée et la sortie. Je valide ma configuration.
Voilà mon escalier. Donc, je vais pouvoir télécharger l'escalier configuré. Voilà, je vois que c'est un objet qui fait 168 kilooctets. Je vais pouvoir, bien entendu, exploiter cet objet dans des applications qui comprennent l'IFC. Donc, je prends l'exemple de Sico.eu. Voilà mon escalier avec mon jeu de propriétés. Donc ça, finalement, PBM, pour construire, il a besoin de connaître ses propriétés. Hein, ce sont ses données d'entrée pour produire l'escalier préfabriqué en béton. Et vous voyez que vous avez un identifiant d'intégrité d'objet, ce qui permet à PBM s'assurer après dans une maquette que l'objet qui est intégré dans la maquette, eh bien, il a bien été produit avec son configurateur et donc il sait le fabriquer. Si par contre il y a une modification qui est faite indépendamment du configurateur, effectivement ça pose des problèmes à PBM, hein, il ne pourra pas forcément le construire dans l'état. Vous voyez que récemment, avec cette nouvelle version de l'IHM, PBM a mis à disposition un escaliscore, un score en fait environnemental qui donne finalement la classe de valeur en kilogrammes de CO2 par mètre de hauteur à monter, qui permet finalement d'avoir une indication hein, par rapport aux exigences environnementales que la construction connaît bien à ce jour. Voilà. Je pense avoir... alors on voit qu'on a différents formats qui sont accessibles, hein, qui sont mis à disposition par PBM, mais ça, ce sont des fichiers plein moule, si je puis dire. Hein, c'est les dimensions maximales qu'on peut fabriquer avec le moule. Les 3 premiers formats permettent de produire l'escalier aux dimensions de la cage telles que souhaitées en données d'entrée dans le configurateur. Cette géométrie est également accessible à partir, géométrie et données on va dire de description de l'objet est accessible à partir des logiciels tiers, comme je l'ai un petit peu expliqué préalablement, à partir d'une application type Revit et du plugin d'AdBeam pour Revit, on va pouvoir charger cet objet directement en requêtant la base via l'API d'AdBeam. Et donc sans être obligé de télécharger le fichier IFC et d'importer ensuite l'IFC dans le projet. L'IFC pouvant être utile avec des applications où il n'y a pas un plugin dédié d'AdBeam. Voilà, je pense avoir terminé là mon intervention. Je vais revenir sur la présentation. Pour passer la parole à Eric. Alors, je ne sais pas si tu prends le partage d'écran, Eric. Tu peux montrer le slide d'après et oui, ensuite je partage l'écran. Donc, j'affiche à partir de la position actuelle. Voilà. Installation de Sico sur un serveur utilisateur. À toi la parole, Eric. Merci. Oui, merci Didier, merci Thierry. Voilà. Du coup, vous avez bien compris, voilà, que le BIM Sico était donc du coup un viewer libre et open source, du coup qu'on va pouvoir télécharger sur un GitHub. Donc si je vous fais cette démonstration, c'est que j'ai eu l'occasion du coup de le faire. Et à titre du coup d'entreprise, en fait, quand on partage avec un client, avec un écosystème, du coup des maquettes IFC, autant le faire voilà, sur un viewer qui est gratuit et libre de droit. Du coup, je vais vous partager mon écran. J'arrête le partage. Non, c'est bon. Voilà. Donc, quand vous tapez effectivement sur Internet sico.eu, vous êtes redirigé vers alliance-bâtiment.sico.eu et dans la partie documentation, vous aurez du coup les liens d'accès
vers le GitHub. Si vous ne vous souvenez pas du coup de sico.eu, vous avez aussi deux façons du coup de retrouver le GitHub. Par exemple, en tapant dans Quant, GitHub, BIM-Sico, Alliance du bâtiment, et ben, vous allez trouver du coup en premier lien le lien vers le GitHub. Ou alors sur Google, on passera par du coup, le comptoir du libre.org. Donc par exemple, voilà, on va se retrouver sur cette page-là. Vous aurez bien BIM-Sico et l'adresse URL du code source. Quand on clique du coup sur le code source, on arrive voilà, sur la plateforme GitHub avec du coup tout le code mis à disposition en open source. Et pour le télécharger, il vous suffit ici d'aller sur le rectangle vert, de cliquer dessus et de cliquer sur Download Zip. Et c'est du coup ce zip que vous serez amené à dézipper et à installer sur votre serveur. Donc après, deux choix pour l'installer. Soit vous connaissez un tout petit peu en informatique et vous pouvez vous aider d'un LLM, de Gemini, de Mistral, de Perplexity, de ChatGPT. Donc du coup, je vous ai fait un exemple du coup de prompt qu'on va retrouver par exemple ici. Vous voyez, on va dire voilà, voici l'adresse URL d'un GitHub que je souhaite installer. Deux points, on donne l'adresse URL du GitHub. Montre-moi étape par étape comment installer ce viewer BIM-Sico. Donc du coup, voilà, il a réfléchi un peu et il nous parle du coup de prérequis. Voilà. Comment l'installer, l'exécuter, le mettre en production, le déployer en ligne. Voilà. Et puis, quand il y a éventuellement une étape qui vous paraît difficile, vous pouvez lui demander du coup d'aller beaucoup plus dans le détail d'une étape et de vous donner bien toutes les commandes à suivre. Donc ça, il faut déjà s'y connaître quand même un tout petit peu en informatique quand même pour arriver à l'installer. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire appel à un freelance en informatique que vous pourrez trouver par exemple au niveau de Sinov Digital, par exemple. Hein, vous allez avoir plein de sociétés spécialisées en informatique. Chez Datbim, voilà, ils sont aussi opérationnels pour vous aider à mettre en place le GitHub. Chez By the Touch, on l'a déjà fait, donc on peut aussi vous aider. Voilà. Et donc, pour vous montrer que ça marche, du coup, on a créé du coup bimthetouch.fr. Donc, c'est l'interface open source. Donc, du coup, dans les contacts et dans les mentions légales, on laisse bien le lien qui pointe du coup vers Alliance du bâtiment. Voilà, pour rendre hommage à l'entité à l'origine du coup de ce viewer. On retrouve quand même aussi, on a laissé la documentation qui pointera aussi du coup vers le GitHub. Et pour vous faire une démonstration de la robustesse de BIM-Sico, c'est qu'on peut très bien intégrer plusieurs maquettes IFC, par exemple un lot architecture, un lot CVC et un lot ELEC. Donc par exemple, vous voyez, on va aller télécharger. Du coup, j'ai mis ces trois IFC ici, là, vous voyez, donc lot architecture. Je double-clique. Vous voyez, bon, c'est un petit local technique. Donc, comme vous montrait Thierry au préalable, voilà, hein, on peut trancher la maquette. Et là, maintenant, on veut intégrer le lot CVC qui se trouvait du coup en faux plafond. Voilà. Donc, voilà l'objet, par exemple, de ce projet. Et pareil, on peut aussi cliquer sur chacun des objets pour en obtenir les propriétés, voire aussi via le format OpenDTHX libre et ouvert, enrichir de façon spécifique des tuyauteries, des brides, etc. Par rapport à un catalogue d'outils métiers. Et on va changer la troisième maquette, la maquette ELEC. Donc là, vous voyez qu'elle vient de se superposer par rapport au lot CVC. Vous voyez que là, c'est des chemins de câbles, pardon, qui sont conjoints aux tuyauteries. Et bon, de temps en temps, ça arrive que ça bug, que la première maquette du coup disparaisse, mais c'est pas grave. On va la recharger. Et voilà. Donc là, on a bien nos trois lots, architecture, CVC et ELEC. Et pour vérifier, écoutez, on va trancher le modèle
et on va aller vérifier qu'on a bien, du coup, tous ces métiers. Donc, on a bien les murs, on a bien la partie CVC ici, et puis la partie, du coup, chemin de câble. Vous voyez, ici, là, que j'ai mis en rose. Tout ceci en live avec une connexion Internet. Bravo, Eric. Voilà. Et dernier la petit fluidité. Point. Voilà. Ça, bah oui, voilà, ça marche très bien. Et juste derrière aussi, une parenthèse, si j'ai encore 2 minutes. Dans un procès. Par contre, on ne t'entend plus, Eric. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est bon? Ouais. C'est bon? Ok, j'ai dû toucher au micro. Oui, dans un processus BIM, l'intérêt, c'est de pouvoir effectivement mieux prévoir les conceptions, mieux prévoir les travaux. Et en tout cas, l'objectif, c'est d'obtenir un DOE, un dossier des ouvrages exécutés, pour que l'exploitant puisse du coup mieux gérer ses budgets de fonctionnement à terme. Et ça part du coup au tout début. La genèse, c'est une première maquette, souvent qui sort du lot architectural. Donc, quand c'est un projet neuf, il n'y a rien à faire. Quand c'est un projet de rénovation, comment on aboutit à une maquette IFC? Par exemple, en faisant un scan 3D. Donc, vous voyez là, par exemple, je prends l'exemple d'une maison. Voilà. Vous voyez, du coup, on avait bien scanné intérieur, extérieur. Et Tristan, notre architecte, avait du coup modélisé sur un outil de CAO 3D la maquette 3D qu'on avait ensuite exportée en IFC. Voilà. Ça, c'est la maquette IFC que du coup, on peut visionner derrière sur BIMSICO. Et derrière, l'architecte pourra aussi inviter les différents artisans qui travailleront du coup sur le projet de venir enrichir eux-mêmes les propriétés des objets qu'ils auront installés en vue d'un DOE final. Voilà, chère communauté, la fin de ma contribution et je vais arrêter le partage d'écran. Merci Thierry. Alors, je vais reprendre le partage d'écran et puis on va passer en revue les questions qui ont été posées, puisqu'on s'était réservé un petit quart d'heure là pour l'échange. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des interrogations, à les exprimer via le chat. Donc, je vais prendre la première question concernant SICO et non pas Cisco. SICO qui veut dire Collaboration in Quality Out, pour traiter en fait le gigot garbage in, garbage out, qui est un petit peu le cancer de l'échange et du partage d'informations dans le monde de la construction. À partir du moment où on essaye de décrire le même objet de différentes manières, malheureusement, l'être humain étant tellement créatif qu'il a toujours sa manière personnelle d'exprimer ce qu'il souhaite concevoir ou voire même ce qu'il souhaite demander comme information. Donc, on a besoin de structurer finalement l'échange d'informations par l'usage ce qu'on appelle nous un langage commun. Un langage commun, c'est une sémantique, c'est des mots et des définitions, et une grammaire commune, c'est définir l'ordre des mots dans la phrase pour donner du sens aux phrases. Donc ça, c'était pour revenir à la question sur SICO. Permet-il une utilisation sur support mobile? Fonctionne-t-il en mode hors ligne? Alors oui, vous pouvez tester SICO sur vos tablettes, sur vos téléphones. Et il faut savoir que SICO se charge dans la mémoire vive de votre ordinateur, ce qui veut dire que vous pouvez aussi l'utiliser sans connexion Internet. Mais ça veut dire qu'il faut
ouvrir votre session dans un endroit où vous avez une connexion Internet, et ensuite vous pouvez vous déplacer dans une zone non couverte par Internet. Si vous voulez faire par contre des modifications de votre maquette au travers de la connexion à un référentiel, là, vu que ça passe par Internet, il faut forcément le réseau, hein, pour pouvoir assurer les modifications. Et puis ensuite, ce qu'on n'a pas vu, c'est que votre maquette IFC, via SICO, une fois qu'elle est enrichie, vous pouvez la récupérer. Vous avez une fonctionnalité de téléchargement du modèle enrichi. Ah oui, Voilà d'ailleurs, Didier, ce qu'on peut juste préciser, c'est comme chaque objet IFC a un ID unique, bah, du coup, après, quand cet objet il navigue, il fait des allers-retours, comme il a un ID unique, il conserve en fait voilà, son existence. Tout à fait. Et j'ai évoqué tout à l'heure, lorsque je présentais la partie référentielle, la production d'un identifiant unique qui correspond en fait à l'objet produit par le référentiel et qui permet de garder l'intégrité, en tout cas d'assurer la sécurité juridique, hein, des producteurs de données. C'est-à-dire que si l'objet en question est modifié en dehors du configurateur qui a permis de respecter les règles de configuration, eh bien, il y a un vérificateur de maquette IFC qui permettra d'identifier les objets non intègres. Alors, je rappelle que ceci a été développé à la demande du GESI, le groupement des équipementiers de sécurité incendie, parce qu'ils voyaient un gros problème dans la diffusion d'objets sans avoir la possibilité de savoir précisément ce qu'il en est fait de ces objets, parce que imaginons le cas où on intègre des objets qui permettent d'assurer la sécurité incendie, qui doivent respecter un certain nombre de règles, et que ces objets sont modifiés pour finalement assurer ensuite les consignes, hein, de réalisation du chantier, que le bâtiment et finalement un incendie, qu'on ressorte la maquette pour savoir bien finalement quelles sont les responsabilités, où sont les causes du sinistre, ben, ils voyaient un problème dans le fait que si leurs règles ne sont pas respectées et que ça a été modifié à leur insu, ils ne veulent pas être responsables du sinistre. Donc, cet outil, on va dire, de vérification d'intégrité des objets permet de scanner une maquette IFC et d'identifier la liste des objets intègres de ceux qui ne le sont pas, les différencier. Si l'escalier... Alors, j'ai une autre question. La première question, c'est une question d'Aurélie Sébiotte. J'espère que j'ai pu répondre à votre interrogation. Là, je vais prendre... alors, ce n'est pas une question, c'est une remarque de Christophe Rose du CERIB. FBIM n'existe plus, il me semble. Alors, effectivement, mais vous pouvez toujours avoir... C'est-à-dire qu'en fait, il n'est plus en téléchargement sur le site du CSTB. Mais par contre, vous pouvez avoir des versions que vous aviez téléchargées préalablement. Et dans le cas présent, ça fonctionne toujours, quoi, hein. Vous pouvez, on va dire, venir enrichir dans FBIM des objets à l'aide de fichiers structurés au format OpenDTHX. Patrick Serafero nous demande si l'escalier PBM configuré me convient, peut-on passer la commande à PBM à partir de la signature History? Alors, en fait, le configurateur permet de générer l'objet qui va pouvoir être intégré dans une maquette. Et généralement, PBM, ce qu'il récupère, c'est la maquette. Et depuis la maquette, à partir du moment où l'objet, effectivement, respecte les règles de configuration, PBM va pouvoir récupérer toutes les données qui lui seront utiles pour poursuivre le processus, hein, de prise de commande et de lancement en production. Mais ça se fera au travers d'un échange de données via le support IFC. Mais on voit bien que l'identifiant d'intégrité permet de vérifier si effectivement l'objet est fabricable ou pas. Une autre question, Carlos Salguero, est-ce que l'enregistrement du webinaire sera disponible? Oui, pour les personnes qui se sont inscrites, on diffusera
le lien d'accès de téléchargement du webinaire. Maxime Comminges, pouvez-vous préciser quels outils sont payants et à quel tarif est gratuit SVP? J'ai compris que SICO est gratuit, mais qu'en est-il des plateformes by the touch et du cloud Atis? Alors ça, je laisse la Oui. réponse à Eric, mais préalablement, ce que je vais dire, c'est que SICO est open source, ce qui veut dire qu'il est téléchargeable sur GitHub, comme l'a montré Eric, et il peut être installé sur n'importe quel serveur. Alors, c'est jamais gratuit parce qu'un serveur, il faut le louer, ou il faut l'acheter, ou il faut l'exploiter. Donc, il y a toujours un coût derrière. Mais on va dire que ce n'est pas un coût de licence d'utilisation du code. History est une application également open source. Les référentiels qui sont accessibles sur open.datbeam.com, ils sont utilisables gratuitement, et ça c'est Datbeam qui finance, on va dire, l'exploitation de la plateforme au travers de son modèle économique, et il faut bien qu'il y ait on va dire des facturations qui soient faites. Datbeam facture les MyDatbeam à ceux qui veulent personnaliser leur référentiel. Je vous ai montré pbm.mydatbeam.com. PBM est un client qui finalement reçoit une facture pour l'utilisation de la technologie selon sa marque, si je puis dire, puisqu'il va mettre à disposition son référentiel à ses couleurs et va gérer sa communauté d'utilisateurs grâce à la technologie qu'on lui met à disposition moyennant une facturation. Sur la question relative à plateforme by the touch et cloud Atis, je laisse la parole à Eric. Oui, donc effectivement, à la base, moi, mon site internet, c'est bythetouch.fr, et grâce au GitHub gratuit et open source, effectivement, j'ai pu l'installer sur un serveur, et si vous tapez beamsthetouch.fr, effectivement, vous pouvez ouvrir une maquette, ça c'est complètement gratuit. Après, combien ça m'a coûté du coup d'installer le GitHub sur un serveur? C'est quelques dizaines d'euros, c'est pas... voilà, c'est un investissement réaliste et à la portée, de tous. Donc je vous invite effectivement à le faire de votre côté. Et pour le Cloud Atis, voilà, c'était juste, je montrais un viewer du coup de nuage de points. Donc forcément, effectivement, qui est payant. Donc l'objet, là, c'était pas de faire de la pub pour quelqu'un que je connais bien, mais vous pouvez avoir aussi des viewers gratuits de nuages de points comme Cloud Compare, téléchargeable sur Internet, et aussi Pottery qui a un GitHub pour aussi installer un viewer de nuages de points. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, merci Eric. Alors, un commentaire. Bon, merci pour votre présentation, à très vite. Aurélie Sébilotte, merci pour votre réponse. Une petite dernière question, toujours sur les features disponibles de SICO. Le viewer permet-il d'intégrer et de suivre les commentaires au format BCF? Alors, à ce jour, non, le BCF n'a pas été intégré dans SICO. Mais j'aurais tendance à dire BCF permet effectivement d'établir des données. C'est une manière d'intégrer de la donnée non structurée sur une maquette IFC. Là, en fait, on intègre directement de la donnée structurée et attendue par le cas d'usage, si je puis dire, puisque le référentiel permet d'intégrer cette donnée. Et comme dans un référentiel d'objet, dans l'objet considéré, on peut tout à fait avoir une propriété de type commentaire qui jouerait le rôle du BCF. Donc le détenteur du référentiel peut tout à fait simuler cet échange de commentaires au travers d'une propriété. Ou bien s'agirait-il d'une surcouche à développer dans le cadre d'une utilisation de cet outil open source? Effectivement, l'implémentation du BCF pourrait tout à fait se développer en surcouche de l'application SICO.
Alors, une question de Paul Nguyen. Quels sont les points de l'OpenCDE LibreBeam.fr qui répondent à la norme ISO 19650? Alors, en fait, LibreBeam.fr est une GED. Et à la base, c'est une GED qui est plutôt utilisée pour faire de la bureautique. On a rajouté, on l'a couplé à SICO pour avoir la possibilité de visualiser, d'intégrer des données dans une maquette IFC. Et on va dire, la norme ISO 19650 est une norme de processus et l'outil qui, en fait, permet de répondre à cette norme, c'est plutôt History, qui gère on va dire les contributions multiples en intégrant des points de contrôle, des points de validation. On en parlera plus longuement le 14 octobre à 11 h lors du deuxième webinaire. Thierry Volmer nous demande comment télécharger l'installateur de LibreBeam. Alors, concernant LibreBeam, il va pouvoir être téléchargé en fait sur le GitHub de Tracim. C'est Tracim en fait, l'application d'origine c'est Tracim. On l'a personnalisé LibreBeam, mais l'application mère, si je puis dire, c'est Tracim. Et je pense que Tracim a intégré LibreBeam où il faut peut-être une intervention supplémentaire pour le coupler à LibreBeam. Là, ce que je vous suggère, c'est de revenir vers nous si jamais vous avez des questions complémentaires à ce sujet. Mais LibreBeam.fr est effectivement un démonstrateur, hein, il est accessible sur Internet. Et donc, c'est pareil, là, on peut vous donner des droits pour tester, pour essayer. Mais le code source d'origine, c'est bien celui de tracim.fr. Oui, et on vous montrera du coup lors du deuxième webinaire là, du 14 octobre aussi, on vous remontrera comme on l'a fait pour le GitHub de BeamSICO, comment on y accède, etc. Voilà, très bien. Je n'ai plus de questions dans la liste de la conversation. Ouais. Donc, nous arrivons de toute manière au terme de notre webinaire. Je peux ajouter qu'on peut utiliser alliance-bâtiment.sico.eu également pour faire de la démonstration. Hein. C'est un outil de démonstration utilisation, mais il est aussi en accès libre. Hein. Bien sûr. En fait, sico.eu mène vers cette adresse alliance-bâtiment. Il y a une redirection. sico.eu étant qu'un nom de domaine en fait. Voilà, donc nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire. Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question complémentaire et nous vous invitons à la prochaine session qui est organisée le 14 octobre à 11 h et qui portera plus particulièrement sur la collaboration grâce à l'outil numérique, hein, puisque là, vous avez vu finalement qu'est-ce qui peut être fait de manière individuelle, et bien comment produire un livrable numérique collectivement. Ce sera l'objet de ce deuxième séminaire, en privilégiant bien entendu toujours la notion d'ouverture et de production de données de qualité. Je vous remercie encore je remercie Eric et Thierry hein, pour leur contribution à la réalisation de ce webinaire et je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous souhaite un bon appétit. À bientôt.